Et si, pour avancer dans sa carrière, la clé n'était pas de travailler plus dur, mais de travailler moins? C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on a toujours entendu. On va explorer ensemble ce paradoxe fascinant, le piège du surperformant, ou comment le fait d'être le meilleur exécutant peut en réalité nous clouer sur place. Allez, on commence fort avec cette citation qui vient de la source. Si on devient le super exécutant, on devient le super larbin. C'est direct, hein, c'est même brutal, mais ça met le doigt pile là où ça fait mal sur un vrai problème dans le monde de l'entreprise. Ça bouscule d'un coup toute notre vision classique du mérite au travail. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec notre première partie, le piège du super exécutant. On va décortiquer ce mécanisme ensemble. Et voilà, on est au cœur du problème. Les entreprises, elles adorent dire qu'elles valorisent les gens qui abattent un travail de titan. On leur tape sur l'épaule, on leur dit qu'ils sont indispensables. Et souvent, c'est vrai, sans eux, la machine s'arrête net. Mais quand le moment des promotions arrive, bizarrement, ce ne sont pas eux qui sont choisis. Il y a une déconnexion totale entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors, pourquoi? Quelle est la logique derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Exécutant contre unificateur, la grande division. Pour bien piger l'idée, il faut voir l'entreprise non pas comme une somme d'individus, mais comme un collectif. Prenons une image simple, l'artisan et l'entreprise. D'un côté, l'artisan, il est seul, il exécute sa tâche de A à Z. De l'autre, l'entreprise, c'est un groupe. Et pour qu'un groupe fonctionne, il faut bien plus que des gens qui exécutent des tâches dans leur coin. C'est là qu'intervient ce rôle clé, l'unificateur. L'unificateur, ce n'est pas forcément le plus grand expert technique, loin de là. Son job, c'est de faire en sorte que le groupe avance dans la même direction. Il organise, il structure et, oui, il fait de la politique. C'est la personne qui huile les rouages, qui aligne les énergies. Et c'est ce rôle que l'entreprise valorise par-dessus tout. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Regardez ce chiffre. C'est le salaire annuel du PDG de Veolia, une très grande entreprise française. 2 millions d'euros. On garde bien ce chiffre en tête. Et maintenant, la comparaison qui fait mal. D'un côté, on a le salaire d'un exécutant, un employé de terrain chez Veolia qui tourne autour de 30 000 euros par an. De l'autre, les 2 millions de l'unificateur en chef, le PDG. Le fossé, il est abyssal. Et ça montre parfaitement où l'entreprise place la valeur. Pas dans l'exécution pure, mais dans la capacité à faire fonctionner le collectif. Pour que tout ça ne reste pas théorique, on va passer à une histoire vécue, celle d'un collègue. C'est un récit qui, franchement, fait réfléchir. 19, voilà le nombre de certifications techniques hyper pointues que ce collègue avait. 19, c'était un expert absolu dans son domaine, le genre de personne qui a passé des nuits et des week-ends à se former. Et pourtant, un jour, en entretien, un recruteur lui lâche cette phrase terrible. « Ah, ces certifications, on les donne gratuitement à nos partenaires. » Imaginez la claque. Des années de travail acharné, d'efforts, réduites à néant en une seule phrase. La valeur qu'il mettait dans son expertise n'était tout simplement pas la même pour le marché. 16. C'était le nombre d'heures qu'il travaillait. Chaque jour, 16 heures. Un dévouement qu'on pourrait croire admirable, une capacité de travail complètement hors norme. Alors, concrètement, sa journée, c'était quoi? C'est juste effarant. Il démarrait à 7 heures du matin avec l'équipe de Londres, à 16 heures quand ses collègues anglais pliaient bagages. Lui, il enchaînait directement avec l'équipe américaine. Il restait avec eux jusqu'à minuit passé, puis rentrait chez lui vers 1 heure du matin. En gros, il faisait 2 journées en une pour un seul salaire. Tout ça, il faut le dire, parce qu'il fuyait une vie personnelle très difficile en se noyant dans le travail. Mais le point crucial, il est là. Pendant qu'il était enchaîné à son bureau, que se passait-il à côté? Eh bien, il manquait tout, absolument tout. Les déjeuners d'équipe, les verres au pub après le boulot, les barbecues de la boîte, bref, il était totalement invisible, absent de la vie sociale et politique de l'entreprise, c'est-à-dire là où les vraies relations se créent et où l'influence se construit. Ce qui nous amène à la suite logique. 4e partie. 10 ans plus tard, le résultat était inévitable. La question qu'on se pose tous, c'est, après une décennie de ce régime infernal, est-ce que sa carrière a enfin décollé? La réponse, elle est aussi simple que cruelle. Non, pas du tout. Le bilan, 10 ans plus tard, est juste terrible. Il a divorcé. Il continue par pure habitude à travailler 16 heures par jour. Il est managé par des gens qui sont arrivés bien après lui. Ses collègues de l'époque sont devenus ses N+2, parfois même N+3. Il est resté complètement coincé dans le même rôle. Une décennie de sacrifice pour un résultat quasi nul. Et voilà la clé du piège. Il est devenu la cheville ouvrière. Cette pièce tellement essentielle au fonctionnement de tous les jours qu'on ne peut surtout pas l'enlever pour la mettre ailleurs.
En se rendant indispensable à son poste, il est devenu impossible à promouvoir. C'est le paradoxe ultime. Alors, comment on sort de là? C'est notre 5e et dernière partie, travailler moins pour avancer. La stratégie qui en découle est totalement contre-intuitive, mais elle est logique. Étape 1, travailler moins. Oui, on a bien entendu. Étape 2, utiliser ce temps qu'on vient de gagner pour faire de la politique d'entreprise. Et étape 3, rencontrer des gens, discuter, communiquer, se rendre visible. L'idée, c'est de réallouer son temps, moins d'exécution pure, plus d'activités qui sont, elles, réellement valorisées. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la fin, et si la clé, pour vraiment avancer, ce n'était pas d'exécuter toujours plus, mais d'unifier un peu plus. C'est une question qui mérite d'être posée la prochaine fois qu'on se voit rester tard au bureau.